Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous proposer la deuxième rencontre avec. Comme il est annoncé sur le site web de la revue, à chaque publication des numéros, donc 4 fois par an, je vais m'entretenir avec un ou une ou des auteurs dont le texte est paru dans le dernier numéro. Je précise que le nom de la personne ou des personnes est tiré au sort. Aujourd'hui, rencontre avec Gaëlle Gidrol-Mistral et Alexandra Popovici, qui, comme elles ont écrit un texte à 4 mains, ont accepté de répondre en tandem. Donc, bonjour Gaëlle, bonjour Alexandra, et merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Bonjour Madame la directrice. Et Dans merci de nous avoir invités. mais ça me fait plaisir. Dans un premier temps, j'aimerais que vous preniez quelques minutes pour vous présenter. Alors, vous pouvez parler de votre parcours académique, professionnel, de votre poste actuel, de vos intérêts. Alors, je vais commencer par Alexandra. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandra Popovici, je suis professeure de droit privé à l'Université de Sherbrooke et directrice des programmes de Common Law et droit transnational. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat à l'Université Laval, donc les cahiers de droit me ravissent. Sous la direction de Silvio Normand et j'ai travaillé sur les droits sans sujet, sujet qui par ailleurs m'occupe encore aujourd'hui. J'enseigne en droit des biens, en droit comparé, en droit des fiducies, en droit civil et en common law. Et j'ai plein de projets dont je parlerai sûrement tout à l'heure et plusieurs projets avec ma collègue Gaëlle Gidrol-Mistral. Donc, bonjour à tous, je D'abord, suis Gaëlle Gaëlle, à vous. Paul-Mourat, Oui. professeuse au département des sciences juridiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UQAM et directrice du groupe de réflexion en droit privé. Donc, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat en France à l'Université Lyon 3 sous la direction du professeur Frédéric Zenati-Castin. Ma thèse était notamment consacrée à la question de la propriété collective. J'enseigne donc le droit civil en général, le droit des obligations, le droit des biens, un peu de droit des personnes et des biotechnologies, de la méthodologie de la recherche juridique également. Euh, que dire de plus? Je m'intéresse bien évidemment dans mes projets au concept du droit privé, au droit privé fondamental. Et je pense effectivement qu'avec Alexandra, on vous dira un petit peu plus de choses sur nos recherches en cours ou à venir au cours de la discussion. Merci beaucoup. Alors là, je ne sais pas laquelle des deux va vouloir répondre. On va peut-être faire un relais parce que la question suivante est: pouvez-vous résumer votre article paru dans le numéro de décembre 2023 des Cahiers de droit, en n'oubliant pas de donner son titre? Alors, je ne sais pas, à vous de choisir qui répond. Je peux commencer. Alors, notre article s'intitule La révolution tranquille rencontre le surréalisme, acte 1, déclôturer le droit des biens belges. Donc, cet article permet de mettre en perspective la réforme toute récente du livre de droit des biens belge. Nous avons donc procédé à une analyse textuelle et conceptuelle de ce nouveau livre de droit des biens pour Excusez-moi, mettre en excusez-moi, perspective de quand date la réforme belge? de, il faudrait que je le re-regarde, À peu près. 2020-21, elle est entrée en vigueur exactement en 2021. Donc, D'accord. la réforme a été assez rapide. Finalement, ils l'ont fait en quelques années, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Donc, l'idée, en fait, c'était que à la lumière de ce nouveau livre sur les biens, c'était de regarder ce nouveau livre sur les biens à la lumière du droit québécois pour mieux comprendre un droit des biens moderne et mieux comprendre en retour le droit des biens québécois. Donc, vérifier en quelque sorte si la modernité de notre droit des biens était toujours d'actualité et à l'aune de ce nouveau livre de droit des biens, pouvoir finalement replonger aussi dans une lecture peut-être plus proche du texte de notre propre droit des biens. Alors, je vais vous poser une petite question sur le fond, mais sans s'étaler trop. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le droit des biens québécois et le droit des biens belges?
Alors, à la fois, non Ou et oui. oui. Bon, peut-être Ben, une en grande lisant différence. l'article, Alors, une des grandes différences, c'est que le droit des biens belge a maintenu dans sa tradition juridique le numerus clausus des droits réels. Donc là, c'est une grande différence, bien évidemment, avec le droit civil québécois qui s'est émancipé de ce numerus clausus, à émancipation dont le législateur en 1991 a pris acte, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une grande différence quand même entre nos deux droits. Mais peut-être qu'Alexandra peut Ouais. au contraire vous montrer que Non, mais pas si différent. je peux souligner quelques autres petites différences. Il y a un numerus clausus, il y a aussi vraiment un ordre privé des biens qui commence avec plusieurs définitions, un ordre privé, j'ai dit un ordre privé, mais je vais dire un ordre public des biens, c'est-à-dire plusieurs définitions dans chaque section du livre, mais aussi en amont. Qui font que c'est plus difficile de déroger à certaines notions de base, bien que le premier article, il dit, il invite, hein, je vais y aller comme ça carrément, qu'il invite les acteurs juridiques à déroger, je pense que c'est même presque le mot utilisé, de ces articles. Donc, on a un peu ce deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'un poids, deux mesures, je ne sais plus, je dis n'importe quoi. deux poids, deux mesures. Qui nous dit, à la fois, il va y avoir des règles auxquelles on ne peut pas déroger, mais on vous invite par votre volonté à moduler ces règles dans les limites, évidemment, de l'ordre public. Donc, ça aussi, c'est quand même assez différent du droit québécois, où la volonté, et le numerus clausus est un très, très bon exemple, où la volonté vraiment règne en droit des biens, bien qu'on ait des institutions particulières. D'où le plan que nous avions adopté pour cet article, mais que nous avons reproduit dans l'article qui suivra. Cette volonté justement de clôturer un droit des biens avec des définitions impératives, avec un numerus clausus, avec quelques grands principes qui innerve finalement tout le droit des biens belge, cette volonté donc de garder cet ordre public du droit des biens et en même temps cette invitation à laisser une grande place à la volonté, aux innovations, aux instruments juridiques peut-être plus mouvants, de laisser la pratique aussi prendre sa place pour moduler finalement ce droit des biens. Donc entre clôture et déclôture, c'est un droit des biens qui est un peu surréel en quelque sorte, qui oscille entre deux ambitions qui peuvent paraître paradoxales, mais qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Donc, si je comprends bien, ce qu'on appelle en droit des contrats la volonté des parties ou la volonté des justiciables est très importante. Et donc, on est dans la directe lignée de notre ami Jean-Jacques Rousseau. Bref, je vais vous poser une autre question. Mais vous y avez en partie répondu, mais pourquoi avoir écrit cet article ou pourquoi avoir écrit sur ce thème? Et je vais peut-être vous guider vers autre chose. Est-ce que les idées développées dans cet article ont un lien direct avec des travaux antérieurs, thèses ou autres? Alors, d'abord, je vais le répéter quand même, c'est-à-dire qu'on a eu l'envie d'écrire cet article parce qu'il y avait ce nouveau livre sur le droit des biens. Donc, il y a une réforme complète du Code civil belge qui est un nouveau code de A à Z qui ressemble beaucoup au nôtre avec 10 livres bilingues, qui a beaucoup de parallèles avec le Code civil québécois, qui s'est inspiré par ailleurs du Code civil québécois. Donc, ça aussi, c'est quand même important. Donc, ça, c'était le premier élan. Ensuite, le deuxième élan, et puis je vais arriver à nos travaux, ou bien je te laisserai, Gaëlle. Le deuxième élan, c'est qu'on a entendu donc une collègue belge parler de cette réforme, Pascal Lecoq, qui nous a par ailleurs beaucoup aidé. Donc, on remercie Pascal Lecoq et Vincent Ségat, qui ont tous les deux rédigé, en fait, ont été les rédacteurs de ce nouveau livre et qui ont été, en fait, des aides incroyables à la rédaction de notre article. On a entendu Pascal Lecoq parler donc de la réforme et nous a parlé d'un article qui avait fait beaucoup de bruit en Belgique, un article qui dit que quand un terrain est non clôturé et non habité et non cultivé, un tiers peut passer sur ce terrain. Et ça avait fait beaucoup de bruit. Et D'où la donc, de là, clôture. et voilà, de là notre image de la clôture et de déclôturer.
Et donc, on s'est posé la question, donc, quels sont les autres articles de ce livre des biens qui détonnent avec ce qu'on a? Donc, parce que chez nous, on n'a pas du tout cette possibilité. Hein. Un terrain privé, c'est un terrain privé. On ne peut pas trespasser, comme on dit si bien en bon québécois. C'est quand même une expression qu'on retrouvait beaucoup au Québec. Donc, l'idée vraiment, c'était de voir s'il y avait comme ça, parmi tous les articles, d'autres petites perles qui pouvaient ou bien inspirer ou bien ne pas inspirer le législateur québécois si un jour il y aurait une reformulation de son droit des biens. Et ça nous a poussé, et puis là, c'est là que je vais te donner la parole, Gaëlle, vers des articles qui parlent des droits sur les droits. Alors, comme l'a dit Alexandra, cette petite anecdote nous a piqué notre curiosité. On a voulu pousser un petit peu plus loin nos réflexions. Et effectivement, ce qui nous animait, c'était de voir est-ce qu'il y avait des nouveautés, est-ce qu'il y avait finalement des principes sous-jacents qui guidaient cette réforme du droit des biens belge et qui pouvaient nous aider à réfléchir à nos propres recherches. On travaille beaucoup sur les fondements du droit privé, on réfléchit beaucoup au concept du droit des biens et notamment à cette question de la place de la propriété. Est-ce que la propriété a envahi tout le droit des biens? Est-ce qu'on peut tout mettre sous le joug de la propriété? Et donc, en cherchant un petit peu dans ce nouveau livre de droit des biens et dans les motifs qui ont été écrits donc, par Vincent Sagart et Pascal Lecoq qui accompagnaient cette réforme, on a découvert ce qu'ils ont appelé les droits sur les droits. Et là, pour nous, c'était un peu magique parce que c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. On enseigne comme ça et on travaille sur cette notion de droit sur droit, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être propriétaire d'un droit réel ou est-ce qu'on peut être propriétaire d'un droit de créance? Et pour nous, c'est évident que le législateur québécois, sans le dire, l'admet. Or là, on avait la preuve manifeste que ce droit sur le droit était inscrit dans un code civil avec un titre qui, par ailleurs, a une valeur législative. Donc, il s'ancrait vraiment dans nos propres recherches et donc, on a eu envie de poursuivre, bien évidemment, cette étude de manière plus approfondie. Donc, à la fois pour mieux comprendre cette réforme du droit des biens belges, mais aussi peut-être pour mieux comprendre notre propre droit, son évolution, et peut-être des concepts ou des enjeux qu'on saisit, mais qu'on saisissait peut-être pas aussi bien, pas aussi finement, peut-être pas aussi clairement. C'est vraiment l'intérêt du droit comparé, à mon point de vue. Alors, merci beaucoup. Là, je connais déjà plus ou moins la réponse. Avez-vous d'autres projets proches du thème de l'article ou non? On va commencer par ceux proches de l'article. Ben alors déjà, c'est un article qui a été fait en 2 axes. Donc, l'article dont on parle, celui qui a été publié au mois de décembre dernier, c'est un article sur le droit belge. Donc, c'est vraiment l'examen du texte du livre des biens belge à la lumière de nos connaissances en droit québécois. Et nous avons écrit un autre article qui sera publié, j'espère, mais je crois que oui, hein, je pense qu'à cette étape, tout est bon. La directrice dit oui. Qui sera publié au cahier de droit sur le livre québécois. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à la lumière de nos découvertes dans le livre belge, on a regardé et ça, c'était quand même un exercice assez délicat et difficile, je dirais. On a regardé le texte du livre 4 des biens du Code civil du Québec sans s'appuyer sur la doctrine, sans s'appuyer sur la jurisprudence. Donc, vous avez vu, hein, dans notre texte, on a cette notion de surréalisme. Ben, le surréalisme, un peu, c'était l'idée de faire fi de la raison. Ben, la raison ici, c'est la jurisprudence et la doctrine. Re-regarder le texte, collaborer pour sortir des nouveautés, cette idée hein, de créer quelque chose de nouveau, mais avec une matière première. Bref, on a re-regardé le Code civil québécois et on en a tiré quand même des conséquences assez intéressantes. Par exemple, cette réalité des droits sur les droits et ce qui
qui peut paraître presque banal aujourd'hui. Hein. On sait très bien que la définition des biens sont des droits patrimoniaux, mais ce que ça dévoile, et ce que ça dévoile en droit belge comme en droit québécois, c'est que non seulement la propriété, comme Gaëlle l'a dit tout à l'heure, est partout, elle est devenue presque omniprésente. On est propriétaire même non seulement d'un droit de créance, mais d'un droit réel. Donc, je suis propriétaire de mon usufruit. Mais ce que ça a comme conséquence, c'est que comme mon usufruit, par exemple, qui est un droit réel, peut être sujet à déchéance si à titre d'usufruitière, j'utilise mal mon droit réel, ben, ça veut dire qu'à titre de propriétaire de mon usufruit qui est sujet à déchéance, ben, il pourrait y avoir une déchéance de la propriété. Donc, on voulait montrer ce paradoxe et ben, ce travail de droit comparé, je crois, nous l'a permis. Voilà. Et puis, ben, c'est encore un projet qui s'inscrit dans un projet encore plus large. Et puis là, ben, je vais laisser Gaëlle y aller. Alors, avant que Gaël réponde, si je comprends bien, comme si je ne le connaissais pas, mais enfin bon, la deuxième phase du projet, c'est de regarder notre code civil avec des lunettes différentes. Exactement. C'était un exercice difficile. On s'est mis cette contrainte d'essayer, puisqu'on n'avait que le texte brut du droit des biens belges, avec les motifs qui ont été écrits par les deux rédacteurs, de prendre, dans la mesure du possible, bien évidemment, c'est une artificialité, mais on a essayé vraiment de le prendre au sérieux, de prendre le texte brut de notre propre livre de droit des biens avec les commentaires du ministre. Et donc, on a essayé de faire une lecture textuelle et conceptuelle qui faisait abstraction de la doctrine et de la jurisprudence, vraiment pour essayer de saisir le sens des mots, le sens des concepts et les principes et valeurs peut-être sous-jacents qu'on voit moins bien et qui nous sont apparus beaucoup plus clairement grâce à cette lecture comparée. Alors, ce premier projet, Oui. qui était financé d'ailleurs, c'est très important de le dire, par la Chambre des notaires du Québec qui finance aussi ce second projet dont on va parler. Donc, ce premier projet sur cette étude comparée droit des biens belge, droit des biens québécois, rentre dans un projet beaucoup plus large qui va nous occuper quelques années sur les transformations générales du droit privé depuis le Code civil du Québec. Donc, on saisit l'occasion des 30 années d'existence de notre Code civil pour poser un regard sur quelques concepts clés que l'on a identifiés et que l'on va revisiter en écrivant un ouvrage qui s'intéressera à 6 concepts clés du droit privé québécois qui sont donc les personnes, les patrimoines, les affectations, les pouvoirs, les responsabilités et les fonctions sociales du droit privé. Vaste programme, merci beaucoup. Alors, pour terminer, auriez-vous des conseils à donner à des auteurs qui souhaiteraient se lancer dans un projet d'écriture à 4 mains? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes conseils que ceux que l'on peut donner à un auteur solo. Alors, en vrac, ça peut porter sur le travail préalable, évidemment, la répartition des tâches, ce que j'appelle, moi, la solidarité. C'est important, quand on est 2 à écrire un texte, c'est pas, sauf si c'est défini, mais ça l'est généralement pas, c'est pas la partie de l'une, la partie de l'autre. Ce qu'on signe, c'est l'ensemble du texte. Alors, bref, j'aimerais vous entendre, c'est ça, sur le travail, sur la conception de ce travail à 4 mains. Peut-être déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que la manière dont on travaille à 2 est peut-être un peu particulière. Alors, je ne sais pas si on peut donner des conseils de manière générale, parce que vous avez dit qu'on écrivait à 4 mains, mais on écrit en réalité à 2 mains, à 2. Il y en a une qui a les 2 mains sur le clavier et qui entre en discussion avec l'autre, et puis on inverse celle qui a les mains sur le clavier, parce qu'on ne réfléchit pas du tout de la même façon quand on a les mains sur le clavier et quand on n'a pas les mains sur le clavier. Donc, nous, on a une c'est écriture 2 fois, fusionnelle. 2 mains et un cerveau. 2 fois, 2 mains et un Exactement. cerveau. Donc, nous, vraiment, c'est pas, on ne travaille pas chacun de son côté, on travaille vraiment dans la même pièce. Et pour moi qui publie un texte, pour moi, je n'ai pas toute la cuisine interne, c'est un texte rédigé à 4 mains, conçu à 4 mains. Oui,
Bien sûr, oui, oui, ben oui, ben en tout cas à deux têtes, ça c'est certain, mais ce qu'on veut dire, c'est que la production est vraiment synchrone, en fait. Oui, oui, On oui, est je vraiment en comprends. train d'écrire ensemble, et ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de patience d'abord, mais en même temps, un esprit critique et aussi pas peur d'écrire des choses qui ne nous ressemblent pas ou des choses qui nous ressemblent trop. Alors, c'est quand même une danse qui est particulière, mais pour écrire avec quelqu'un, je pense que c'est vrai qu'il faut avoir à l'avance des affinités intellectuelles ou pas, mais en tout cas des Complicité. affinités peut-être personnelles avec la personne avec qui on va travailler parce qu'il y a quelque chose de très intime, hein, même si on écrit du droit, ça reste de l'écriture. Donc, il y a quand même toujours une petite part de soi dans chaque texte, même si c'est du droit, encore une fois. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce travail au préalable qui est fait. Ensuite, il faut avoir de la solidarité, mais un peu de lâcher prise. Ça, selon moi, c'est très important. Et aimer se faire critiquer parce que c'est ce qui va arriver inévitablement. Je crois que c'est la richesse. Hein. Nous, quand on écrit toutes les deux ensemble, chaque phrase a été réfléchie. C'est-à-dire qu'on même peut-être discuté et très discuté avant qu'elle soit mise sur papier ou sur ordinateur. Donc, ça crée une densité peut-être parfois qu'il faut après ça délier. Ça crée aussi, c'est ça, une critique qui est synchrone, encore une fois pour utiliser ce mot-là, mais qui est très, très, très utile, je pense. Et puis, pour nous, ça a été surtout des moments de plaisir intellectuel incroyables. Donc, on a une chance incroyable de pouvoir discuter en profondeur de sujets qui nous animent. Et ça, je le conseille à tout le monde. Si ce n'est que pour ça, l'écriture à deux, franchement, ça Qu'elle soit développe. synchrone ou asynchrone, Absolument. mais Oui. elle Quand vous, enrichit bien évidemment le propos d'une profondeur, c'est ça. d'une lecture, d'un regard extérieur. Elle nous fait voir des angles morts, elle nous fait voir peut-être des présupposés dont on n'a pas conscience, elle nous force à expliquer à l'autre le pourquoi on en est arrivé à cette conséquence. Et donc, c'est extrêmement riche, bien évidemment. Mais ça suppose, effectivement, Alexandra le disait, avant la solidarité, le lâcher-prise et donc la confiance en l'autre. Voilà. Et c'est peut-être Donc, un exercice qui est plus difficile, mais qui est très, très enrichissant, bien évidemment. Et puis peut-être travailler sur un sujet qui nous anime. Ça, je pense que pour travailler à deux, il faut vraiment trouver des thématiques sur lesquelles on a vraiment envie de s'investir. alors, si je comprends bien d'ailleurs, l'idéal pour travailler à deux, Alexandra a dit de quelque chose que je vous le conseille, moi je dirais plutôt je vous le souhaite, cette complicité, mais pour travailler à deux, il faut trouver quelqu'un qui n'est pas son alter ego. Parce que si on est trop alter ego, justement, je pense qu'il n'y aura pas cette espèce de confrontation des idées, même du style littéraire, etc. Alors, j'ai oublié de vous poser une question où je pense que vous ne l'avez pas dit. Ça vous a pris combien de temps de rédiger, disons, la partie un de le volet un pour donner une idée juste? C'est compliqué parce que ça faisait longtemps quand même. Encore une fois, il faut qu'on s'assoie toutes les deux ensemble et qu'on ait le temps de s'asseoir toutes les deux ensemble. Donc, c'est un peu différent. Le processus, je ne sais plus je ne sais même plus quand est-ce qu'on l'a écrit, cet article-là. On a commencé, je dirais qu'on a passé quelques mois à vraiment faire de la Cogiter, recherche, cogiter, se rencontrer, organiser, échanger, ouais. organiser nos idées, essayer de voir ce qu'on retenait, ce qu'on Complément, retirait. oui, oui. Donc, il y a une première phase vraiment, puis c'est ce que Réflexion. vous avez expliqué, il faut une phase où on prépare le travail, bien évidemment, pour pouvoir écrire en commun. À partir du moment où on décide S'asseoir. d'écrire et de Ouais. s'asseoir, je dirais que c'est plus la conjoncture de nos agendas qui prend du temps que le fait de l'écrire. Au final, on l'a quand même écrit assez Assez vite. Je rapidement, oui. pense en un mois, il était écrit. Oui. Oui, mais il y a eu quand même, c'est ça, il y a eu quand même beaucoup de travail Beaucoup de travail en antérieur. amont, bien Ouais, tout à fait. évidemment. Évidemment, ça, c'est un conseil qu'on peut aussi donner aux gens. Réfléchissez donc avant d'écrire. L'écriture ne sera que plus rapide. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Et plus agréable. structure. Ouais, Et et puis la puis, ouais. structure, c'est-à-dire qu'on avait, c'est ça, réfléchir avant, c'est avoir le matériau, mais aussi avoir la structure qui permet plus facilement d'organiser les idées. Et là, c'est plus rapide, bien évidemment, de rentrer dans l'écriture. Et c'est vrai quand on rédige seul aussi. Enfin, c'est la Oui, même recette.
Alors, est-ce que, puisqu'on arrive au terme de cette très agréable rencontre, est-ce que vous avez autre chose ou quelque chose à ajouter? Peut-être de remercier, les cahiers de droit, les personnes qui nous ont aussi, les réviseurs, hein, Évaluateur. Les les évaluateurs, évaluateurs. merci, c'est le mot que je cherchais, qui franchement toujours, c'est toujours un plaisir, hein, de se faire évaluer, puis de voir où le raisonnement échoppe, pourquoi, comment améliorer son texte. On a parlé de Pascal et Vincent on a été très, très, très chanceux. On a aussi eu des étudiants extraordinaires Oui. qui ont travaillé avec nous. Donc, franchement, voilà, je sais pas. Puis les Oh, collègues qui ont accepté de temps en temps de discuter avec nous, Absolument. d'échanger sur des idées. Voilà, tout ça, c'est toujours le fruit, hein, d'un travail qui est très collectif en réalité. Oui, absolument. Bon, eh bien, écoutez, malheureusement, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup et bonne lecture à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.